Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tel que convenu, je vous présente une partie des notes de cours. On va remplir les notes ensemble. Une partie des notes de cours de la section 1. On va commencer ça à la page 8. On s'était laissé nous autres à la page 7 à la fin du dernier cours. Page 8, on commence par caractériser juste les forces selon leur rôle, selon la différentes sources ou la nature des forces, si on veut. On commence avec le poids. Le poids qui est la force gravitationnelle qui est créée par le champ gravitationnel terrestre. Donc la Terre attire tout vers elle. On laisse tomber quelque chose, ça tombe à terre, on le sait. Le poids se calcule assez facilement en faisant la masse multipliée par 9,8. Masse et poids, c'est pas la même chose exactement. La masse, c'est juste ça représente une quantité de matière que vous avez. En revanche, le poids représente la force que cette masse-là peut subir à cause de la Terre. Autrement dit, si on s'en va dans le fond de l'espace, ben, il y a encore de la masse, c'est-à-dire la masse n'a pas disparu si on envoie une fusée dans le fond de l'espace, mais il n'y a plus de poids, c'est-à-dire que quand quelque chose est juste libre dans l'espace comme ça, il n'y a plus de gravité qui agit dessus ou à peine pas. Et à ce moment-là, on ne subit plus la force gravitationnelle terrestre quand on est aux confins de l'univers. Maintenant, les forces de frottement ou encore forces de friction sont représentées par un F minuscule. Et ensuite, tension, n'importe quoi qui tire sur quelque chose, on va appeler ça une tension. N'importe quoi qui pousse sur quelque chose, on va appeler ça une normale ou encore une compression ou une répulsion. Pourquoi normal? Ça n'a rien à voir avec la normalité de quelque chose ou quelque chose de juste... je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, pour être honnête, là, mais allez pas penser qu'il y a quelque chose de juste normal là-dedans. Là, c'est juste un nom comme ça. Sachez que les deux derniers tensions normales, on va moins les voir, c'est un petit peu moins appliqué, nous autres, à ce qui nous intéresse. Nous autres, c'est vraiment poids et frottement ou résistance de l'air, friction qui va nous intéresser, c'est-à-dire les deux premières forces. Comme je vous disais rapidement tantôt, le champ gravitationnel terrestre, vous allez voir, on va en parler dans 2 secondes, c'est confondu avec l'accélération gravitationnelle, mais a priori, c'est un champ gravitationnel. Ça veut dire que la Terre, elle applique sur chaque kilogramme de matière une force de 9,8 newtons. Newton étant l'unité de la force. C'est pour ça que G, a priori, c'est 9,8 newtons par kilogramme. La Lune, en passant, qui est moins grosse que la Terre, elle, quand on est à la surface de la Lune, le G, là, donc le champ gravitationnel lunaire, c'est autour de 1,6 de mémoire. Fait qu'autrement dit, cette constante-là est vraiment propre à la Terre, vraiment propre à la taille de la Terre, à la grandeur de la Terre qui réussit, de par sa masse, à attirer tous les objets, à les coller sur elle. Donc, le poids qu'on appelle aussi la force gravitationnelle, juste la ligne d'en dessous ici, le poids, c'est égal à la masse fois ce 9,8-là. Remarquez qu'à cause des unités de G, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une espèce de petite faille dans le système international, que l'unité de masse dans le système international, c'est pas le gramme, c'est le kilogramme. Et encore là, il y a une exception à ça, c'est dans les masses molaires, on l'exprime en grammes, mais sachez que nous autres, à chaque fois qu'on va avoir à calculer une force à partir du 9,8, il va falloir que la masse s'exprime en kilogrammes. Donc, juste pour faire le petit exemple qui est au milieu de la page, on vous demande de déterminer le poids et l'accélération d'un corps en chute libre de 1 kg, 10 kg, 100 kg. Donc, ça, on sert de la relation qui est ici, que le poids, c'est égal à mg, donc la masse fois 9,8, ici, sont déjà en kilogrammes. Donc, je vais les écrire une à côté de l'autre. Ici, on va avoir 1 fois 9,8, ce qui va donner 9,8. Puis, vous voyez, les unités, c'est kilogrammes ici. Je ne les mettrai pas dans le calcul, mais on a kilogrammes fois des newtons par kilogramme. Donc, forcément, on a newton par kilogramme qu'on multiplie par kilogramme. Les kilogrammes s'annulent. Ça nous fait donc 9,8 newtons. Ça, c'était pour la première situation. On va la mettre en crochet comme ça. Si on regarde la deuxième situation maintenant, ce serait 10 fois 9,8, ce qui viendrait nous donner 98 newtons. Et je vous laisse vous en convaincre là, que dans le troisième cas, ce serait 100 fois 9,8 qui va donner 980 newtons à ce moment-là. Donc, on voit que plus la masse est grande, plus la force créée par la gravité est grande. Autrement dit, quelque chose, puis ça, je pense que c'est assez normal. C'est pas mal plus difficile de soulever quelque chose de massif que quelque chose qui n'a pas beaucoup de masse. Là. Ça, je ne pense pas que je vous apprends grand-chose en vous disant ça. Mais si on vient parler de l'accélération que ces corps-là subissent, ensuite, de par la deuxième loi de Newton, on sait que somme des forces égale ma. Donc, autrement dit, l'accélération, c'est égal à la force, donc force divisée par la masse. Donc, dans le premier cas, pour trouver l'accélération, A,
on va faire la force divisée par la masse. Et la force ici, c'est 9,8 newtons divisé par 1. Parce que la masse, c'était 1. Là, j'ai mis les unités, j'aurais pas eu besoin de le faire. Là. Kilogramme. Puis newton, en passant, c'est une unité complexe. Fait que quand on divise des newtons par des kilogrammes, ça nous donne des unités d'accélération. Fait que ici, ça va donner 9,8 mètres par seconde carrée. Fait que ça, c'était la première situation. Dans la deuxième situation, les situations, c'est les différentes masses qu'on a ici. Ensuite, si on vient prendre la deuxième situation à 98 newtons, mais ici, on va voir que A va être égal à 98 divisé par la masse de 10. Ça donne encore 9,8 mètres par seconde carrée. Et si on fait le troisième cas, encore là, je vous laisse vous en convaincre, si on fait 980 divisé par 100, ça va encore donner 9,8 mètres par seconde carrée. Donc, dans les trois cas, malgré que la force augmente de façon proportionnelle avec la masse, on a que dans les trois cas, l'accélération est pareille. Mais là encore là, vous allez souvent vous dire, un objet plus pesant va tomber en accélérant plus vite qu'un objet qui est léger. Mais en fait, c'est à cause de la résistance de l'air qui est impliquée. Mais on peut vraiment vérifier que si on retire toute l'air, toute résistance de l'air, on est capable de voir qu'une plume va tomber, une plume, c'est-à-dire une plume d'oiseau ou encore une feuille de papier, va tomber à exactement la même accélération qu'une bille de métal ou quelque chose qu'on estime tomber à grande vitesse. Donc, par exemple, voici une expérience qui a été faite dans les laboratoires de la NASA par un physicien vraiment reconnu, là, Brian Cox, où on laisse tomber une espèce de balle de bowling ou une balle massive, en tout cas en acier, en même temps, je veux dire au même moment, puis dans le même espace qu'une plume d'oiseau. C'est sûr que nous autres, on s'attendrait à ce que les deux tombent avec une accélération différente, mais ici, c'est dans les laboratoires de la NASA dans lesquels on a fait un vide, c'est-à-dire on a enlevé toute l'air. Puis on peut voir, vous allez voir, là, donc je vais faire play, c'est en ralenti, donc vous allez voir comment que les deux objets tombent. Donc on voit vraiment que les deux objets tombent avec avec exactement la même accélération, donc éventuellement les mêmes vitesses. Ça, c'est le laboratoire dans lequel ça a été réalisé. Puis en comparaison, c'est la même expérience dans la même pièce, mais là, on a mis de l'air dans la pièce, c'est-à-dire c'est plus dans le vide. D'ailleurs, on voit que la personne est là, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'air, elle ne pourrait pas se tenir là. Voici ce que ça donne avec la résistance de l'air. On voit vraiment que la boule, je pense que c'est une balle de bowling, elle tombe en même temps. Elle tombe bien avant les plumes d'oiseaux. Donc, c'est vraiment juste la résistance de l'air qui font que des objets vont tomber à des vitesses différentes. Donc, morale de l'histoire, la seule chose qui fait que deux objets vont tomber à des accélérations différentes, c'est vraiment de la manière que la résistance de l'air va agir dessus. Un exemple bien simple aussi que je peux vous donner, pensez à une feuille de papier que vous laissez tomber, juste une feuille qui n'a pas été chiffonnée, là, que vous faites juste laisser tomber en chute libre, elle va tomber très tranquillement parce qu'à cause de sa grande surface, l'air va agir beaucoup, la résistance de l'air va agir dessus facilement. En revanche, faites une petite boule, prenez cette même feuille de papier-là, faites-en une toute petite boule très compacte, laissez-la tomber, elle va tomber beaucoup plus rapidement avec une beaucoup plus grande accélération et éventuellement une plus grande vitesse. Pourquoi? Parce qu'en ayant réduit le contact entre l'air et la boule et le papier, en ayant réduit ça à une plus petite surface, mais vous empêchez la résistance de l'air d'agir plus facilement sur la boule de papier. Donc, à ce moment-là, elle est capable de tomber avec une plus grande vitesse. Donc, si on néglige la résistance de l'air, tous les corps subissent une accélération de 9,8 mètres par seconde carré. C'est pour ça que le 9,8 est souvent appelé, ceux qui ont eu des cours de physique au secondaire, on en parle souvent de 9,8 étant l'accélération gravitationnelle. Mais sachez que c'est une conséquence. Donc, a priori, le 9,8, c'est une force qui est appliquée sur les objets de la Terre. Et à cause de cette passe-là ici, que mg égale ma, on peut simplifier les m, ça nous donne que l'accélération, c'est égal à g, à cause de la deuxième loi de Newton.
L'autre force qui va nous intéresser, c'est la force de frottement, mais dans notre cas, en lien avec l'anothérapie, c'est plus la résistance de l'air. Sachez que pour l'interaction entre les solides, comme autrement dit, entre deux surfaces qui frottent, la force de frottement va être proportionnelle à la normale entre les deux. Normale étant la force de compression. Encore là, dit comme ça sonne très théorique, là, mais pensez, vous voulez soulever un meuble très pesant, un frigidaire ou quelque chose comme ça, vous voulez le déplacer. Puis il est trop pesant pour être capable d'être levé. C'est vraiment quelque chose de massif. Mais même si on n'est pas capable de le lever complètement du sol, vous avez un gros meuble par exemple, ben, ce qu'on va faire, notre réflexe, c'est-à-dire même si on ne peut pas le soulever, on va quand même essayer de le lever juste pour enlever du contact avec le sol. Fait qu'en enlevant de la compression ou de la normale entre les deux, entre le sol et votre meuble, vous venez enlever le frottement parce que là, vous êtes capable de bouger l'objet plus facilement. Donc ici, c'est juste pour dire que plus qu'on est capable de penser à vos mains, si on ne pousse pas, on frotte, ben c'est pas si pire. Mais si vous poussez fort une contre l'autre puis vous frottez, vous réchauffez vos mains. Pourquoi? Parce que la force de frottement étant plus forte, ben ça vient, vous venez créer de la chaleur avec ça. C'est plus difficile de frotter nos mains si on vient peser fort entre elles que si on fait juste pas mettre de pression entre les deux mains. Donc en somme, petite question juste pour faire un lien avec ça. À quoi servent les ailerons à l'arrière des Formule 1? Ben, l'aileron à l'arrière des Formule 1 est désigné pour vraiment créer une poussée, donc coller au maximum la voiture au sol. Puis sachez en passant que les voitures, les ailerons des Formule 1 sont tellement bien conçus, sont tellement optimisés pour venir augmenter la compression de la voiture sur le sol, puis créer un gros frottement qu'une voiture de course pourrait rouler à l'envers. C'est-à-dire si la piste était complètement à l'envers, là, à cause de l'aileron qui vient vraiment coller la voiture contre le sol, ben, on serait capable de faire rouler la Formule 1 complètement tête en bas, là, à cause de cet aileron-là avec l'air qui ferait en sorte que ça collerait vraiment. Bon, petite parenthèse comme ça. Donc ici, on peut juste dire que ça sert à augmenter N, qui est la normale. Et à ce moment-là, si N augmente, j'écris beaucoup en symbole, moi. Si N augmente, alors la force de frottement augmente. Puis la force de frottement, on en veut, c'est ce qui fait qu'une voiture ne dérape pas. On dérape sur la glace, on ne peut pas contrôler une voiture sur la glace parce qu'il n'y a pas de frottement qui nous permet de la contrôler. Mais en revanche, s'il y a une grosse force de frottement entre votre pneu et votre asphalte, ben à ce moment-là, c'est là que vous êtes capable vraiment de prendre les virages avec une plus grande vitesse. Mais avec autrement dit, pas la résistance entre deux solides, mais entre par exemple, une particule qui subit la résistance de l'air, là, ça va être différent. Il n'y a pas d'histoire de normal. Tu sais, si on parle d'un objet qui tombe justement, ou juste votre main, quand vous sortez votre main de l'auto, puis vous sentez la résistance de l'air frapper votre main quand vous roulez en voiture, là. Ici, il n'y a pas d'histoire de normal entre deux choses. C'est vraiment dire que la force de frottement, quand on est dans un fluide, va dépendre de la vitesse. Ça encore là, je pense que vous pouvez vous imaginer que c'est logique. Si on roule dans une zone scolaire et on sort notre main de l'auto, on sent un petit peu le vent. Mais si vous roulez sur l'autoroute puis vous sortez votre main de l'auto, vous sentez vraiment la résistance de l'air. Vous avez à forcer pour combattre cette résistance de l'air là ici. Donc, c'est juste de dire que le frottement causé par un fluide, ça peut être de l'air ou un liquide, là. Donc, ça, fluide, c'est juste pour distinguer d'un solide. Ça peut être soit un liquide, comme de l'eau, ou encore un gaz, là. Un gaz aussi, c'est jugé comme étant quelque chose de fluide. Donc, c'est la force de frottement causée par un fluide, donc la résistance de l'air va être proportionnelle à la vitesse. Mais quand l'écoulement est turbulent, ça c'est pour un écoulement laminaire, mais quand un écoulement est turbulent, ça, on va parler de ça à la prochaine section, sachez que la force de résistance fluide va dépendre de la vitesse au carré. Donc, autrement dit, c'est une des raisons pourquoi on ne voudra pas aller dans les écoulements turbulents, parce que ça vient augmenter les résistances, la force de résistance de l'air dans les voies aériennes, par exemple. On va reparler de ça plus tard. Donc, c'est juste pour vous dire que, donc ici, c'est ce qui se passe. En fait, quand on laisse tomber un objet, c'est pas vrai qu'il va accélérer ad vitam aeternam. À un moment donné, il va arrêter son accélération. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'il prend de la vitesse, quand il tombe, la force de résistance de l'air va augmenter. Donc ici, vous avez la flèche en bas qui représente la gravité, qui est toujours la même chose. Mais au fur et à mesure, ici, c'est la vitesse en fonction du temps. Au fur et à mesure que le temps avance, quand on laisse tomber quelque chose, mais la vitesse augmente. Puis au fur et à mesure que cette vitesse augmente-là, ben, ça fait apparaître une force de résistance de l'air qui est de plus en plus grande. À un certain moment donné, cette force de frottement de l'air-là va être égale à la force gravitationnelle. Et quand cet équilibre-là est atteint,
Mais là, ça veut dire que votre objet tombe à vitesse constante. Mais cette vitesse limite-là, à laquelle ça tombe pour obtenir une force de frottement, c'est là que ça va dépendre de la forme de l'objet, de comment que sa masse est dense. Donc, pensez à la feuille de papier de tantôt que je vous disais. Une boule de papier comme ça, sa vitesse va être très, très grande avant que cet équilibre-là soit atteint. C'est-à-dire que la force de frottement soit égale à la force gravitationnelle. Puis, n'oubliez pas ce qu'on avait dit sur la première loi de Newton. Pas parce qu'un objet subit aucune force que ça veut dire qu'il est immobile. Ici, il va subir aucune force. Ça veut juste dire qu'il accélérera plus. Mais il tombe, ça veut dire qu'il tombe à vitesse constante à ce moment-là. Donc, au début, quand on laisse tomber un objet, pendant une fraction de seconde, il n'y a pas encore de résistance de l'air parce qu'il n'y a pas de vitesse. Mais selon la forme de l'objet, la résistance de l'air va apparaître, puis éventuellement, on va avoir une vitesse limite, là, qui va dépendre des dimensions de l'objet. Bon, des exemples pour aller avec ça. Je vous laisse regarder l'exemple ici résolu en haut par vous-même. Nous autres, on va faire les deux autres. On vous demande ensuite une plume d'oiseau et une petite baie de plomb ont la même masse. Est-ce que les deux vont atteindre la même vitesse de chute? Donc, a priori, la réponse c'est... donc, comment je pourrais vous dire ça? Donc, la même vitesse de chute, même V chute, point d'interrogation. La réponse c'est non. Dites pourquoi qu'ils n'atteindront pas la même vitesse de chute parce qu'ils ne subissent pas parce qu'il n'y a pas la même résistance de l'air pour une même vitesse. Donc, comme on disait, une boule de papier qui tombe, elle est toute compacte, mais si elle va à une certaine vitesse, elle subit presque pas de résistance de l'air versus la feuille de papier complète, elle a subi rapidement de la résistance de l'air. Si on pouvait retirer l'air de l'atmosphère, est-ce qu'il tomberait de la même manière? Ben oui, à ce moment-là, il tomberait exactement de la même manière si on était capable de retirer tout air de l'atmosphère. Prochaine question. Si une plume d'oiseau de 50 grammes tombe à vitesse constante, quelle est la force de frottement de l'air qui agit dessus? Le mot-clé ici, c'est qu'il tombe à vitesse constante. Fait que vitesse constante veut dire somme des forces égale 0, parce qu'il n'y a pas d'accélération. Fait que ça veut dire qu'on est vraiment dans la situation où on a la plume d'oiseau, que je vais juste représenter par un point. On a la force de frottement qui est dirigée vers le haut, et on a le poids qui est dirigé vers le bas. Pour les puristes, là, ceux qui ont fait des cours de sciences, vu que c'est des quantités auxquelles on attribue des orientations, donc autrement dit, le poids il est dirigé vers le bas, la force de frottement elle s'oppose à la résistance de l'air, donc quand on laisse tomber quelque chose, donc elle est dirigée vers le haut, on met des flèches. Vraiment pas important si vous ne les mettez pas, là. Donc ici, étant donné que ça tombe à vitesse constante et que la somme des forces donne 0, ça veut dire que ces deux forces-là sont forcément égales. Ils agissent en sens opposé, mais c'est comme ça qu'ils réussissent à s'annuler, ce qui fait en sorte que la somme, c'est-à-dire l'ensemble des forces, donne 0. Fait que ça nous permet de dire que la force de frottement va être égale au poids. Et donc, la force de frottement va être égale à mg. La masse ici, c'est 50 grammes, mais faites attention, petit piège, il faut absolument l'exprimer en kilogrammes. On tasse la virgule de 3, donc 0,050. On voit que la virgule a été tassée de 3. Je ne mettrai pas les unités parce que c'est un calcul, mais kilogrammes, multiplié par le 9,8, ce qui nous donne, je vais juste prendre la calculatrice, donc 0,05 fois 9,8, ce qui nous donne un résultat de 0,049 newton, qui est l'équivalent du poids. Pages 12 et 13, c'est dans le fond une application en inhalo qui est importante pour ça, qui est dans le fond qui fait partie de la matière que je dois couvrir avec vous, qui est la sédimentation de Stokes et l'adsorption des médicaments. Ça ressemble à absorption, mais c'est pour dire que l'adsorption fait référence à un dépôt en surface. C'est autrement dit les médicaments comme Symbicort ou les médicaments en poudre cholinale, quelle doit être leur forme idéale pour qu'ils soient capables d'être absorbés par les poumons. Mais avec les notions qu'on vient de voir là, on est capable de déduire un petit peu... On ne fera pas de preuve ici. Cette équation-là, je vous la donne à titre de référence, là, mais vous n'aurez jamais à l'appliquer, vous n'avez pas à la connaître. C'est juste pour dire qu'une loi qui vient gérer la vitesse que les objets tombent en chute libre,
en fonction de leur rayon. Ici, c'est en fonction de la masse volumique. Fait qu'autrement dit, pour un même médicament qui a toujours la même masse volumique, c'est juste de dire que la vitesse à laquelle les objets sédimentent vont être proportionnels à leur taille, à leur rayon au carré. Donc, autrement dit, un rayon qui est grand, la vitesse de sédimentation à laquelle ça tombe à chute libre va être plus grand, ce qui veut dire que ça va se déposer mieux dans le fond des poumons. Donc, juste par la loi de la sédimentation de Stokes, pour être capable pour qu'un médicament soit capable de venir se déposer dans les poumons quand on l'inhale, plus le rayon est, plus le rayon, c'est-à-dire plus le médicament est gros, puisque la poudre est grosse, les grains sont gros, mieux ça sédimente. Mais, on a un contrepoids à ça, qui est la loi de l'inertie. Quand on parlait au tout début si vous en souvenez, au début de la section, on parlait des joueurs de football. On disait, plus un joueur de football est petit, plus qu'à cause de l'inertie, puis du fait qu'il est capable d'accélérer facilement, plus qu'il est capable de déjouer la ligne défensive, puis de venir déjouer des joueurs comme ça. Au hockey, c'est la même chose. En revanche, quelque chose qui est plus massif, un joueur qui est plus colosse à la ligne défensive, lui, il n'est pas capable de venir zigzaguer entre les différents joueurs. Mais quand un médicament est absorbé, quand une poudre de médicament est absorbée comme ça, quand elle est inhalée, ce qui se passe, c'est que si la particule est trop grosse, elle n'est pas capable de suivre toutes les ramifications des voies aériennes. Tu sais, vous savez, premièrement, on a les bronches, après ça, les bronchioles, après ça, ça se divise encore dans des bronchioles, puis toutes les voies qui sont... Donc, il y a beaucoup de bifurcations comme ça. Puis quand on inhale, ben, ce qui se passe, c'est que si le médicament est trop massif, la poudre est trop massive, elle va juste venir se coller dans le fond de la gorge ou encore dans les hautes bronches. Elle ne viendra pas réussir à descendre toutes les voies aériennes jusque dans le fond des poumons. Puis juste pour vous dire, une particule, et là ici, comme je dis, vous n'avez pas à prendre ça par cœur, c'est juste à titre de référence. Les diamètres de nébulisation idéal, c'est de l'ordre de 1-2 micromètres, mais si vous avez des particules de poussière qui sont inspirées, donc de la poussière qui sont de taille de 10 micromètres ou plus, bien, ils vont être arrêtés par le nez. Puis c'est à ça que ça sert, entre autres, le nez, ça sert à filtrer. Fait que si vos médicaments, quand vous les inhalez, sont juste trop gros, ils vont juste se coller dans le fond de la gorge ou vraiment dans le haut du système respiratoire. Donc, mais pourtant, malheureusement, si ces grosses particules-là arrivaient à se rendre dans le fond des poumons, ils sédimenteraient super facilement. Ils réussiraient à tomber, paf, dans le fond des poumons, puis dans le fond des alvéoles, puis venir faire leur action médicamenteuse, là, tu sais. Mais en revanche, si on a une particule qui est trop petite, OK, elle, quand on va l'inspirer, elle va réussir à prendre tout, ça c'est comme le petit joueur là, qui est capable de zigzaguer partout. Cette particule-là va suivre toutes les ramifications des voies aériennes, va se rendre dans les alvéoles sans problème. Mais ce qui va arriver, c'est qu'elle n'arrivera pas à sédimenter, à juste tomber à vitesse constante pour venir se coller dans le fond des alvéoles. Donc, du moment que vous allez réexpirer, vous allez juste rééjecter cette petite particule-là. Donc, c'est pour ça que ça prend un équilibre entre les deux. Une grosse particule qui sédimente bien, et en même temps une particule assez petite pour être capable de suivre tous les embranchements des voies aériennes. C'est pour ça que la taille des médicaments est importante. C'est de l'ordre normalement de 1 micromètre à 2 micromètres, la taille idéale en termes de diamètre, c'est la taille idéale des particules qui sont inhalées, comme dans le Symbicort ou dans d'autres médicaments poudreux comme ça. Là. Ça, c'est vos profs d'inhalo qui m'en ont parlé. J'ai lu dans la littérature comme ça. Il y avait des rumeurs comme quoi que en changeant la densité de l'air alentour du médicament à inhaler, on était capable de mieux réussir. Donc, si on mettait de l'héliox, par exemple, que ça aidait la sédimentation des médicaments. Juste pour vous dire, je suis pas un inhalothérapeute, je peux vraiment pas vous dire, l'héliox, on va en parler, oui, je connais un peu les avantages de l'héliox, mais je connais pas tous les détails de l'héliox, donc je sais pas ici de me prétendre comme un expert, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'héliox n'aide pas à la sédimentation. Donc c'est vraiment, il y a un rôle à jouer, mais c'est pas dans la sédimentation qu'il joue son rôle. D'ailleurs, il y a plusieurs textes là, qui ont commencé à démentir ça, genre ça avait été dit, puis là, les gens commencent à rectifier le tir, là, donc, puis moi, je peux vous dire par des arguments physiques, ça c'est mon expertise à moi, puis je vous laisse le lire si ça vous tente, là, à savoir que la différence de masse volumique, parce que dans le fond, c'est delta, c'est l'écart de masse volumique qui rentre dans la formule de Stokes, puis que vous preniez la masse volumique de l'air ou la masse volumique de l'héliox, regardez comment les deux chiffres sont pareils, c'est pas suffisant pour faire une différence au niveau de la sédimentation. Ça c'est ce que moi je peux vous garantir, mais je peux vous dire après ça s'il y a d'autres effets que l'héliox peut apporter, mais certainement pas sur la sédimentation. Donc, je vous laisse le résumé ici, résume pas mal ce qu'on vient de dire là. Je vous laisse quand même lire ces choses-là, les pages 12 et 13 par vous-même. C'est quand même ça. Moi, je vous l'explique rapidement, là, mais vous faire une tête, ça va être intéressant.
Prochaine section, pression et équilibre hydrostatique. Dans le fond, on sert de ce qu'on a appris avec les forces, mais on s'en va encore plus vers des choses nécessaires à l'inhalo. On va parler ici de pression. On va définir la pression, puis on va travailler avec. Éventuellement, ça va nous amener à parler de pression respiratoire, de mécanique respiratoire et tout ça, là. Donc, il faut commencer par les débuts. Définir c'est quoi une pression. Je sais que vous avez déjà parlé de pression dans un cours de chimie d'inhalo probablement, mais sans trop savoir exactement ce que ça représente. Nous autres, on va plus dans le fondement que ça. Donc, une pression, c'est une force par unité de surface. Et donc, les unités de ça, le Pascal, qui est l'unité fondamentale de pression dans le système international, c'est donc 1 Newton par mètre carré. C'est équivalent. Il y a deux façons d'augmenter la pression. Évidemment, on ne parle pas encore de la pression dans un gaz, on parle juste de la pression en général, pour dire que deux façons qu'on peut augmenter la pression, si on augmente la force, si on vient augmenter la... Donc, si je vous pile sur le pied, si c'est une personne plus pesante qui vous pile sur le pied, si c'est un adulte au lieu d'un enfant, ça va faire plus mal. Mais une autre façon, vous pouvez venir augmenter la pression à ce moment-là, c'est en diminuant la surface. On peut augmenter la force. Donc, en augmentant le poids, on augmente la force. Bon, attention, ici, P, c'est pas poids. Là. P, c'est pression. C'est un petit peu fatigant. Les deux symboles sont utilisés. Mais à partir de cette heure-là, P, je la garde vraiment pour pression. Donc, ici, si quelqu'un vous pile sur le pied avec un talon haut, ça vient diminuer la surface. Puis à ce moment-là, vous augmentez la pression aussi. Donc, appliquer une plus grande force, ça augmente la pression. Mais appliquer une force sur une plus petite surface, ça réussit à augmenter la pression aussi. Donc, rapidement comme ça, pour vous dire que la pression atmosphérique, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Je vous demande quelle force la pression atmosphérique applique sur chaque centimètre carré de votre corps. Et chaque centimètre carré de votre corps subit une force de 10 newtons en ce moment. C'est quand même impressionnant. Là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi d'abord qu'on n'implose pas? Mais sachez que cette même pression-là, la pression atmosphérique dans un gaz, on va en parler dans 2 secondes, la pression atmosphérique est partout, et donc même à l'intérieur de vous. C'est pour ça que quand on va parler des pressions pulmonaires, on va plus souvent s'intéresser aux pressions relatives qu'aux pressions absolues, des choses qu'on va définir bientôt, c'est-à-dire pression relative, ça va être une pression relativement à la pression atmosphérique. Parce que la pression atmosphérique, c'est comme notre référence, si on veut, on la subit tous, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre corps. Et donc, c'est comme si c'est les écarts par rapport à ceci qui vont faire une différence. Mais c'est quand même impressionnant, là. 10,13 newtons, c'est un petit peu plus que le poids, donc la force appliquée par 1 kg de matière. Ça veut dire que, on s'en rend pas compte, mais en ce moment, c'est l'équivalent d'avoir 1 kg de matière à peu près qui est appliqué sur chaque centimètre carré de votre corps. C'est quand même quelque chose, là. C'est quand même assez gros, la pression atmosphérique. Page 15, je vous laisse le lire un peu, mais je vous le présente rapidement. C'est juste pour dire que quand on parle de pression dans un gaz, on n'a pas le choix, ça devient plus, il n'y a plus d'orientation associée à ça. Autant qu'une force, pourtant, il y en a toujours une orientation, comme la gravité poussait à vous amener à aller vers le bas. Quand on laisse tomber quelque chose à vitesse constante, la résistance de l'air est vers le haut. On disait toujours que les forces, il y avait une orientation associée à ça. En revanche, la pression dans un gaz, donc dans la pièce, dans la pièce où vous vous trouvez, bien là, ce qui va arriver, imaginez qu'on dit qu'il y a juste parce que la pression, a priori, ce qui cause la pression autour de nous, c'est toute l'air qui est au-dessus de notre tête. Là. Je ne sais plus c'est combien de kilomètres, là, mais c'est quelques kilomètres d'air qui correspond à l'atmosphère terrestre, si on veut. C'est ça qui vient créer la pression à la base de la Terre, donc où ce que nous, on se trouve. Donc, a priori, la pression se retrouve juste sur le dessus. Mais là, si on avait juste une force qui est appliquée sur... Ça, c'est un cube d'air en passant. Vous imaginez que c'est comme un litre, là, comme un bloc d'air qu'on prend de votre pièce. Mais si on dit qu'il y a juste une force qui est appliquée sur le dessus, ben, il viendrait descendre par en bas. Donc, mais en bout de ligne, ces espèces de cubes d'air-là, il y en a partout. Donc, en bout de ligne, il y a toute la colonne d'air qui pèse sur votre cube en haut, mais il est soutenu par l'autre colonne en bas. Pas l'autre colonne, mais l'autre cube d'air qui est en dessous. Donc, tous les cubes d'air jouent du coude, puis ils se trouvent à tous s'empiler un par-dessus l'autre. Fait qu'en bout de ligne, c'est ce qui fait que le cube ne tombe pas, il reste sur place. Mais là, imaginez, puis l'air, c'est un fluide, là, donc imaginez qu'on a une force en haut, une force en bas qui est appliquée sur le cube. Mais je pense que vous pouvez vous imaginer assez facilement que le cube viendrait s'aplatir, s'écraser sur lui-même.
Mais ça, encore là, ça n'arrive pas. L'air est juste stable dans la pièce. Donc, en bout de ligne, ce qui empêche tout ça de venir... Donc, si on écrase le haut et le bas, ça viendrait élargir le volume d'air. Mais en bout de ligne, il y a des cubes d'air comme ça partout dans la pièce. Donc, ils jouent tous du coude, entre guillemets. Ils se donnent tous comme... Ils prennent toute leur place. Ce qui veut dire que la pression devient appliquée partout, partout, partout. Fait que dans de l'air comme ça, on ne parlera pas d'une pression appliquée dans un sens. La pression est appliquée autant sur vos jambes, que sur votre tête, que partout. La pression est omniprésente dans la pièce, elle ne prend plus d'orientation. Page 16, on vous dit qu'une bonbonne pleine de gaz possède une pression de 2200 PSI. Donc ici, supérieur à PB, on va dire qu'on fait référence à la pression que la bonbonne a de plus que l'atmosphère. Puis on vous demande de déterminer que la force que la soudure doit assurer sur le goulot pour le maintenir en place. Supposez que le on vous donne les dimensions on vous donne la surface du goulot. Ici, c'est joué avec la relation que pression égale force divisée par surface. On va jouer avec cette définition-là. Mais juste avant, n'oubliez pas, quand on travaille avec une formule, que les choses ne sont pas la même chose à gauche qu'à droite, il faut venir convertir les unités. Fait que le 2200 PSI, il va falloir venir le convertir en pascal. Si on sort du tableau, pour dire que, moi je vais le faire en pot du croisé dans ce cas-là, donc je sais que 14,7 PSI, c'est égal à 101 300 pascal, et donc 2200 PSI va être égal à combien de pascal? C'est le produit croisé qu'il y a à faire. Donc, je le calcule à l'instant. Donc, 101 300 fois 2200 divisé par 14,7. Ça fait un assez gros chiffre. Je vais l'écrire en notation scientifique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 1,516. Donc, ça fait que P est égal à 1,516 fois 10 à la 7 pascal. Et ça, en passant, cette valeur-là de 2200 PSI, c'est la pression qu'il y a dans vos bonbonnes de gaz en iothérapie. Je veux juste faire apprécier à quel point c'est énorme. C'est des très, très grosses pressions. Étant donné que la pression, c'est la force divisée par la surface, on est capable de dire que la force va être égale à la pression fois la surface. Donc, dans notre cas, ça va être 1,516 fois 10 à la 7. Juste compter une dernière fois. Oui, c'est ça. Multiplié par la surface qui est 5 cm². J'ai pas beaucoup de place, mais ici, le 5 cm², je vais le convertir dans ma tête. Là, je sais que pour aller de centimètre à mètre, il faut que je divise par 100. Mais étant donné que c'est carré, il faut que je divise par 100 deux fois. Donc, ça va me faire 0,0005 mètres carrés. Je ne peux pas les unités parce que c'est un calcul. Et donc, si je viens faire le calcul de ça, j'espère que c'est la bonne réponse. On va le pitonner. Donc ici, ça vient faire fois 0,0005. Et oui, ça donne la bonne réponse. 7580. 7580 Newton. Moi, en passant, j'ai gardé la réponse de calculatrice avec tous les chiffres après. Fait que ça se peut que si vous aviez arrondi à 1,52, ce qui est correct, parce que je vous demande 3 chiffres significatifs, ça se peut que vous ayez comme une valeur qui soit légèrement différente de ça. Peut-être, je ne sais pas quoi, là, mais peut-être 7190 ou 7560. Et dans tous ces cas-là, c'est le 3 chiffre significatif qui change, donc c'est même pas 1% d'écart, c'est acceptable. C'est des marges d'erreur qui sont acceptables dans des réponses dans un examen, par exemple. Donc, juste que vous réalisiez, c'est énorme comme force. Et c'est pour ça que, juste faire un lien, là, je dis, là, ici, je vous fais l'exemple de qu'est-ce qui arrive si un goulot viendrait mettons qu'on échappe la bonbonne parce qu'on ne fait pas attention, puis le goulot casse, à quelle vitesse qui part. C'est un exemple théorique, là, mais en voulant dire, je ne peux pas vous dire que tous les chiffres qui sont là, c'est exact, mais les ordres de grandeur sont bons, puis ça donne une vitesse assez incroyable. Je vais vous mettre dans le lien du vidéo en bas, probablement, je vais vous mettre un lien vers une vidéo d'une... je ne sais pas si vous connaissez Mythbusters, là, mais ils l'ont fait. Ils ont pété un goulot d'une bonbonne, puis ils ont regardé comment que tout
toute cette force-là, comment elle est capable de projeter un goulot puis une bonbonne, puis c'est mortel, là, ça passe à travers des murs de béton, là. Donc, autrement dit, c'est juste pour dire, c'est faire un petit lien avec la manipulation des bonbonnes de gaz. Ils sont faites pour tolérer ces pressions-là, mais c'est quand même, il faut juste quand même les manipuler avec soin, puis c'est pour vrai qu'on peut se permettre de garocher ça puis échapper ça comme qu'on veut, parce que c'est des pressions assez incroyables qui sont contenues dans ces bonbonnes-là. Donc, il faut quand même manipuler ces bonbonnes-là avec grand soin. Prochaine question, page 17. On va jouer encore avec ce principe-là. J'avoue que c'est moins une allothérapie, c'est plus une question de... c'est plus pour s'amuser avec les définitions de la pression encore là. Mais j'ai quand même fait un contexte d'hôpital où ce qu'on a, c'est une presse hydraulique. On vous donne ici des différentes surfaces. On vous dit quelle force qu'il faut que j'applique pour être capable de soulever le patient. Donc, ce serait un lit qui serait, donc, par exemple, ce serait un petit moteur qui pousserait sur ce piston-là, puis ça viendrait soulever le patient. Ici, c'est un fluide qui est là, généralement, c'est de l'huile. Donc, mais ce fluide-là, dans un fluide, comme je disais, comme on parlait au début, dans un fluide ou dans un local ou dans un espace, a priori, la pression est pas mal pareille partout. Donc, à cause de ça, le fluide va toujours être égal à la même pression. Ce qui veut dire que la pression ici va être égale à la pression là. Ça ici, on va appeler ça le moteur, puis ça ici, on va appeler ça le lit. Fait qu'on est capable de dire que la pression subie par le petit piston du moteur va être égale à la pression subite par le piston du lit. Donc, maintenant, on est capable de dire que la force, vu que la pression, c'est la force divisée par la surface, fait qu'on est capable de dire que la force du moteur divisée par la surface du moteur va être égale à la pression subie par le piston du lit divisée par la surface du lit. Pression, excusez, force. Excusez, là, c'est un F qui est manqué. J'ai pas d'efface, donc désolé pour ça. Ah oui, j'en ai un petit peu. Moi, capable d'enlever peut-être. Il m'en reste pas gros. En tout cas, ça a fait ce que ça a pu. Nous autres, ultimement, ce qu'on veut connaître, on vous demande dans la question quelle force le moteur doit appliquer ici. Ce qu'on cherche, c'est la force motrice qui est là. Les deux surfaces, on les a. L'air du moteur, puis l'air du... Ben, pas de l'air du moteur, mais l'air du piston du moteur, puis l'air du piston du lit. La seule autre donnée qui nous reste à trouver, c'est la force du lit. Mais la force du lit, c'est le patient qui est dans le lit, c'est son poids. C'est son poids, dans le fond, qui doit être supporté par le piston. Fait qu'on est capable de dire que la force du lit, c'est le poids du patient. Ouais, P, là, faut faire attention, c'est égal à la pression, fait que je vais vraiment l'écrire. Juste pour ne pas confondre avec P qui est pression maintenant. J'aurais dû écrire force gravitationnelle, j'ai pas pensé, mais c'est pas grave. FG, là. Donc ici, on est capable de dire que c'est masse fois 9.8. J'aime toujours ça l'écrire en variable avant. Là. Ça, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Donc ici, sa masse c'était 80. C'est déjà en kilogrammes, donc c'est correct. J'ai multiplié par 9.8. À chaque fois qu'on parle d'une force créée par la gravité, on multiplie par 9.8. Et là, ici, je vais juste venir le calculer. Si je fais 80 fois 9.8, ceci me donne 784 newtons. Et donc, si je viens prendre cette équation-là, puis je l'écris, je pourrais venir isoler la force motrice. En passant, ce serait une façon très correcte de le faire, de dire que la force motrice ou la force du moteur, c'est égal à la force du lit divisé par l'air du lit multiplié par l'air du moteur. Ce serait excellent, parce que on isole nos variables qu'on veut connaître. Puis ici, j'ai toutes ces variables-là, je peux juste le faire. Ben, je peux le faire, moi le faire, tant qu'à voir comment ça le faire comme ça. Donc ici, la force du lit, c'est 784. L'air du lit, c'est 30. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler, mais ici, regardez notre équation. On a un égal, on a les mêmes variables à gauche qu'à droite. Donc ici, on peut mettre les unités qu'on veut. On a vraiment l'air, on peut la garder en centimètres carrés, ça nous tente. Juste pour vous dire, si jamais vous en souvenez pas, puis vous convertissez ça en mètres carrés, ça va marcher. Donc, si vous n'êtes pas sûr, convertissez. Ça marche tout le temps. Mais de temps en temps, on peut couper les coins ronds, mais de façon correcte, de façon permise. Puis ici, c'est un des cas qu'on pouvait, parce qu'on a les mêmes variables à gauche qu'à droite. Donc ici, j'ai 30. Puis je viens multiplier par l'aire motrice, qui est 2. Et donc, si je calcule ça, mon 784 fois 2 divisé par 30, égale, ça fait 52
52,3 newtons. Ouais, qui est la même chose que j'avais ici. Donc, 52,3 newtons. Ça, c'est ma réponse. Je vais juste vous dire qu'une autre façon de résoudre ça, pour ceux qui veulent, c'est arrêter de juste mettre les chiffres qu'on a puis de faire le produit croisé. Ici, quelqu'un aurait pu écrire force motrice sur l'aire du moteur qui est 2 va être égal à la force du lit qui est 784 divisé par 30. Fait ici, quelqu'un, on aurait pu faire 784 fois 2 divisé par 30, qui donne le même calcul que ça, puis le faire juste via le produit croisé, là, que ça exprime d'une certaine façon. Donc, vous avez le choix ici de faire soit le produit croisé que ça donne, ou encore venir isoler la variable pour l'obtenir. Dans les deux cas, ça fonctionne. Mais juste faire apprécier ici que 52,3 newtons, c'est une force qui est moins grande. L'hydraulique fonctionne sur ce principe-là. Donc, toutes les grosses grues mécaniques, là, comment on est capable de soulever des roches avec des pelles mécaniques, là, des pépines, des rétroclaveuses, le bon mot en français. Là. Donc, toutes les grosses pelles à neige, les pelles mécaniques, ces choses-là, ils servent du principe des pistons hydrauliques pour venir fonctionner. Fait que remarquez ici, on avait 784 newtons à soulever, mais à cause qu'on a joué avec la taille des pistons comme ça, ici, on a besoin d'une force moins grande. Fait qu'on a juste besoin d'une force de 52 newtons pour être capable de soulever le patient. Donc, on a besoin d'une force de 52 newtons pour soulever 784 newtons. Donc, c'est comme ça que les pelles mécaniques fonctionnent. On est capable, avec les jeux de pression comme ça, avec le fait que dans un fluide, la pression est partout pareil, on peut jouer avec c'est la pression qui doit être égale et non la force. Donc, à ce moment-là, on est capable de jouer avec ça si on change avec la taille des pistons. Aucun lien avec l'inothérapie. Ça nous permettait de jouer avec la définition de la pression. Ça nous permettait de se rappeler que la masse se met toujours en kilogrammes. C'était plus un exercice pour jouer avec tout ça, là, que je suis très conscient que vous n'avez jamais à calculer la force d'un piston d'un lit d'hôpital, en passant. Page 18, c'est là-dessus qu'on va commencer le cours, le prochain cours. En passant, jusqu'à présent, je vous dis que dans un fluide, dans un petit système ou dans une pièce, l'air, la pression est toujours constante. Mais en fait, ce ne sera pas toujours si simple. La pression peut venir changer quand on a un liquide qui est dense et on va venir parler de ça au prochain cours en présentiel. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce vidéo-là va vous avoir aidé et je vous dis à la prochaine. Merci.